Notre vision est qu'on peut utiliser la technologie pour augmenter le partenaire et que, au lieu d'avoir, je caricature, mais 1 million de stagiaires qui alimentent un partenaire, nous on va voir plutôt chaque partenaire est capable de gérer tout seul 1 million de boîtes. Aujourd'hui, les 3/4 du deal flow de Jolt sont générés par Ninja. C'est-à-dire que si tu me parles d'une boîte super, évidemment, je vais la prendre et je vais regarder, mais je vais immédiatement la rentrer dans Ninja. En plus de cette capacité à scorer une boîte, te dire si elle est intéressante, générer automatiquement un rapport d'analyse sur qui sont ses compétiteurs, qui sont ses principaux customers, comment est sa propriété intellectuelle, comment elle a grandi. On utilise pas mal Mistral en particulier. Un peu parce que c'est français, un peu parce que ça marche bien, un peu parce que c'est moins cher. On utilise aussi du OpenAI, un peu d'Anthropic, on utilise tout ce qui marche. Mais quand on peut utiliser un truc français, c'est mieux, c'est quand même pas mal, c'est beaucoup plus économe ce qu'ils ont fait quand même. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Laval. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, tu es CTO et partner chez Jolt Capital. On va en parler un petit peu plus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter dans l'émission Entretien avec un VC. On va parler Deep Tech. J'ai la chance d'avoir devant moi, non pas un profil d'investisseur comme j'ai l'habitude de recevoir, mais plutôt un profil déjà d'entrepreneur, j'ai l'impression, mais d'entrepreneur très orienté tech, avec un background tech et qui aujourd'hui se retrouve Chief Technology Officer d'un fonds. Et ça, c'est pas commun. Donc, est-ce que tu peux nous partager un petit peu, déjà, concrètement, qu'est-ce que tu fais chez Jolt Capital, nous décrire un petit peu comment on se retrouve CTO chez Jolt Capital. Bah, écoute, merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Alors, oui, c'est très inattendu, et même moi, j'y croyais pas, en fait. Il y a 7 ans, je venais juste de revendre EverContact, donc ma société qui faisait de la mise à jour de carnet d'adresses, à un de ses concurrents. Je vivais à San Francisco et un de mes amis de très longue date, Jean Schmitt, qui était avant ça le patron de Sofinova et donc le managing partner, le fondateur de Jolt Capital, m'appelle et me dit « Jolt, ça marche hyper bien, là, on va lever le fonds 3. Investisseur, c'est un métier d'idiot. Viens m'aider à le rendre plus intelligent. » Et là, moi, j'ai immédiatement dit, non, moi, investisseur, moi, je suis entrepreneur, over my dead body. Si tu veux, je veux bien t'aider en tant que consultant un petit peu, mais investisseur, c'est pas pour moi. Il a ri, il m'a dit, t'es vraiment borné, hein. Voilà un ticket de train, on fait un séminaire dans le Jura, viens. C'était l'hiver, il y avait 2 mètres de neige, la voiture s'est tankée à 500 mètres de la maison, il a fallu finir à pied. On a passé 3 jours et en fait, les gens là étaient tellement intelligents. Il y avait une telle créativité et puis je me suis rendu compte que je savais faire des startups, pas des startups qui marchent, mais je savais démarrer une startup, je savais lever l'argent, avoir l'idée, rassembler l'équipe. Par contre, investissement, j'y connaissais absolument rien. C'était un super challenge et j'ai dit oui. Et donc, ça fait 7 ans. Et mon métier, il est divisé en 3 parties. La moitié de mon temps à peu près, je dirige une équipe de sauveteux qui développe une solution qui nous aide, Jolt, à trouver des sociétés innovantes, à comprendre leur écosystème, à comprendre les concurrents et ce genre de choses. Et ça, c'est ce que j'aime faire, moi. Moi, j'aime bâtir du software. Ça, c'est la moitié de mon temps. J'ai 4 personnes plein temps avec moi qui étaient dans des startups où j'avais bossé avant. Okay. 1/4 de mon temps, c'est assis avec les autres partenaires, regarder les boîtes, particulièrement sur les business models, software et IA. Et 1/4 de mon temps, c'est aider les boîtes du portfolio. Donc, c'est servir de IA guy, mentor, operating partner sur tout ce qui est technique et IA. On va y revenir plus en détail, parce que c'est pas anodin comme poste et structuration. Mais avant, comme à l'accoutumée dans Entretien avec un VC, je vais t'inviter à te présenter un petit peu plus ton parcours, comment t'en es arrivé là. J'ai eu, moi, l'occasion, pas de te rencontrer, mais d'échanger avec toi à plusieurs reprises parce que j'ai été un des utilisateurs d'EverContact. Et c'est à cette occasion, je crois qu'on a échangé pour les premières fois. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce parcours d'entrepreneur qui t'amène jusqu'à tomber dans cette marmite de l'investissement, en tout cas? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, alors, déjà, j'ai des cheveux gris, donc c'est un parcours qui est assez long. Moi, dès le début, à 15 ans, on m'offre une calculatrice TI-57. En seconde, c'était obligatoire. Je voulais être vétérinaire. Je découvre ce truc.
on peut le programmer, ça change ma vie. On peut projeter son cerveau dans une machine, mais c'est incroyable. De cet instant-là, je voulais faire du logiciel. Donc je fais une école d'ingénieur, télécom. Le logiciel, c'est super. Et puis en deuxième année, je rentre par hasard dans une salle où il y a un cours de traitement automatique du langage. Et c'est le deuxième flash. Non seulement on peut projeter son esprit dans la machine, mais on pourrait peut-être lui apprendre à parler, à communiquer avec les gens. C'est vraiment ma passion. Je fais mon stage de troisième année dans une toute petite boîte qui fait de la correction grammaticale et ce genre de choses. À la fin du stage, je me dis c'est fini les études, vraiment là, il va falloir travailler. Alors j'adore ce que je fais, mais en même temps, c'est fini les études. Et là, le patron de cette boîte me dit, mais si tu veux, tu pourrais faire une thèse CIFRE. C'est quoi une thèse CIFRE ? Tu fais une thèse et puis le gouvernement nous donne de l'argent, comme ça, à mi-temps, tu bosses en tant qu'ingénieur. Génial. Parfait. Je dis oui, il m'emmène, c'était beaucoup plus facile à l'époque, on se retrouve à Jussieu, dans un labo de linguistique informatique, et 5 minutes plus tard, j'ai ma thèse, j'ai mon sujet de thèse, et je commence. Ah ouais, c'est sympa ça. C'était génial, franchement, c'était hyper intéressant, bon, ça n'a rien à voir, la linguistique informatique, le traitement du langage naturel, tout ce que j'ai appris ne sert absolument plus à rien, tout a changé dans les 10 dernières années, mais malgré tout. Donc je suis dans cette petite boîte, le patron est assez âgé, il a 60 ans, et au bout de 3 ans, il me dit, Philippe, prends la relève. Donc moi, j'étais ingénieur, j'avais jamais vu de boîte de ma vie, j'avais jamais travaillé, donc ok, je dis chiche, on trouve un peu d'argent, on rachète ses parts, et ça devient un gros acteur dans le domaine de la correction grammaticale automatique pour les journaux. On est en 90, On corrige tous les grands journaux, Le Monde, Ouest France, etc. On se fait racheter par un groupe alsacien qui est coté au second marché. Ça se passe hyper bien, jusqu'en 2000 où le groupe alsacien en question fait faillite, du jour au lendemain. Et donc on se retrouve avec notre techno, quelques idées, et puis rien. Et à partir de ça, on crée une nouvelle boîte avec un de mes amis, mon directeur technique de l'époque. On crée un moteur de recherche, d'abord pour les journaux, puisque c'était notre marché d'origine, mais qui va petit à petit s'étendre. Donc on crée Sinequa, donc qui est un éditeur de corporate search, c'est un peu comme le Google de l'entreprise. Je le dirige de 2000 à 2008 à peu près. En 2008, j'ai engagé deux amis pour m'aider à diriger la boîte, et puis on se rend compte que on n'arrive pas à diriger à 3. C'est l'enfer. On est d'accord sur rien. Ça allait très bien tant qu'on n'avait pas levé d'argent, parce que comme on vivait au mois le mois, là il n'y avait pas de problème. On lève 4 millions d'euros, ce qui à l'époque était énorme. Pour nous énorme, vraiment énorme. Incroyable. Et dans les 6 mois qui suivent, notre triumvirat explose. Et donc moi je me dis, ok, non mais je vais partir faire autre chose. Je quitte la boîte, je reste au board, je quitte Sinequa et je la laisse à Alex et Jean pour qu'ils continuent à la diriger. Et on est en 2008-2009, donc Gmail vient de démarrer, l'iPhone est juste là. Et je me dis, il y a un problème, je suis un vrai tech, donc il y a un problème, c'est ça prend trop de temps de gérer les mails. Donc je regarde un peu à droite à gauche, je te demande, ça te prend trop de temps de gérer tes mails ? T'aimerais bien un assistant qui te dise les mails importants et tout le monde me dit oui. Donc on crée Quagga là-dessus, donc on crée une boîte, et puis j'avais fait beaucoup de B2B, je voulais faire un peu de B2C pour avoir une boucle courte. On crée Quagga, alors, sur l'image de Sinequa, on arrive à lever de l'argent, on gagne plein de concours, on s'inscrit à Seedcamp, qui est un fonds accélérateur à Londres, génial, c'est vraiment le YC européen, génial. D'ailleurs, j'ai croisé après Algolia et des entrepreneurs de ce type-là. 2 ans, on fait que de la technique, on s'éclate, c'est génial. On sort le produit, on fait un lancement TechCrunch, on est en 2011, nos serveurs s'effondrent immédiatement tellement on a de signatures. Vraiment comme dans les films. Sauf que au 2e jour, il y a déjà moins de gens qui signent. Au 3e jour, il y a presque plus personne qui signe. Et puis quand on regarde les usages, on voit que les gens, ils s'en servent pas, en fait. On est très têtu, on sort un 2e produit, ça marche pareil, beau lancement, ça on savait lancer. Beau lancement, ça s'effondre, et pareil, pas d'usage. On arrive un peu au bout de notre cash aussi, donc là on s'enferme dans la cave, on était incubé à Télécom Paris-Tech, on s'enferme dans la cave et on commence à appeler tous les clients, ce qu'on aurait dû faire dès le début, avant de développer. Absolument. Une grosse leçon. On appelle tous les clients et en fait ils nous disent tous à peu près la même chose, la promesse est géniale. Ah ouais, traiter les mails plus vite, génial. Par contre, c'est trop important les mails. Donc en fait, je continue à les lire le soir, donc ça sert à rien. Je suis pas prêt à payer. Je paierai jamais pour ça.
parce que ça devrait être Apple ou Microsoft ou Google qui le fait, donc on est là, on est vraiment mal. Et puis il y a quand même un nombre non négligeable de clients qui disent mais là dans votre dernier truc vous extrayez les numéros de téléphone et vous les mettez dans le carnet d'adresse. Ça c'est un vrai problème parce que c'est l'enfer, les commerciaux ils remplissent jamais les CRM, on perd les contacts des gens. Si vous faisiez ça, là on paierait. Alors, on se dit quand même c'est fou. On n'a pas 4 PhD en linguistique pour faire ça, mais allons-y, essayons. Et on sort un petit produit sur le côté. Jérémy Bérébi, on avait Kima dans le Capital, me dit le nom que tu as choisi, Quagga, c'est nul, EverContact est libre, vas-y. Donc on se renomme EverContact. D'accord. On lance ça, mais vraiment 4 pages pourries et tout. Ça, on fait un soft launch, et là ça part bien. Des gens comme Robert Scoble, Guy Kawasaki, donc des pointures de la Silicon Valley, s'en servent et tweetent qu'ils s'en servent. Et au bout d'un mois, il y a des Américains qui commencent à nous envoyer un peu d'argent. En nous disant, on a bien vu que c'était en bêta, mais c'est quand même cool votre truc, voilà $5 pour que vous puissiez continuer. Donc là, c'est assez clair, on abandonne tout le reste. Moi, je déménage à ce moment-là à San Francisco pour m'installer dans la baie, où était de toute façon la majeure partie de nos clients, et on accélère comme des fous sur ce produit. Et c'est une aventure géniale, c'est du B2C, c'est un retour instantané. Je crois que j'ai un Américain qui m'a envoyé un mail en me disant j'étais en vacances à Paris sur le périph', j'ai vu EverContact écrit en post-it sur le building dans le 13e, c'est fou et tout, donc super. On développe ça, ça monte, mais ça monte pas tant que ça. C'est-à-dire que ça monte mais linéaire, ça part pas en explosion, donc on a des clients contents, on a de l'argent, mais ça monte pas tant que ça. Et nos VC nous disent ouais mais ça grossit pas assez, on va pas refinancer, donc moi je les crois pas, on va pas refinancer, faut que tu trouves quelque chose. Je fais le tour des VC de la baie, et ils me disent tous la même chose. Ils me disent est-ce que je peux l'acheter pour moi? Donc je récupère plein de clients, mais je vais pas investir pour 2 raisons. Ça fait trop longtemps que tu fais ça. Si ça avait marché, ça aurait déjà décollé, et ta prise dans l'entreprise est trop petite. C'est-à-dire tu ne captures pas un segment de valeur complet. Ouais. C'est bien de mettre à jour le CRM, mais en fait ça ne suffit pas. Il faudrait que tu puisses prouver un ROI. À ce moment-là, je me rends compte que je vais pas y arriver, et donc je fusionne avec un concurrent, la boîte, et j'allais recréer quand Jolt Capital m'appelle et je rejoins et je deviens CTO de Jolt. Mais t'as quand même donc toutes tes boîtes ont connu des sorties, qu'elles soient alors positives j'ai 2 vraies sorties. Alors Cinequa, on l'a vendu, Jolt Capital est re-rentré dans Cinequa il y a 3 ans. D'accord. Et on l'a vendu à Chapvision, un super acteur de tout ce qui est souveraineté numérique. On l'a vendu il y a 3 mois, super sortie. Ça aura quand même pris 25 ans. 25 ans, c'est long. Et EverContact, on a fusionné avec un concurrent, c'était pas mal. Mais oui, ça permet de faire un exit. J'en ai fait quelques-unes quand même qui n'ont pas marché du tout. Quagga avant EverContact, si j'avais pas pivoté, on serait mort comme ça. C'est pas si facile. Non, c'est même compliqué. On parlait tout à l'heure en off, mais on en reparlera à nouveau. Est-ce que tu peux maintenant on arrive à Jolt Capital, donc cette jolie histoire que tu nous partageais. C'est quoi la thèse de Jolt? Et puis après on ira un petit peu plus dans qu'est-ce que tu fais exactement pour rendre ces investisseurs un peu augmentés. Ouais, effectivement, mais c'est génial. Jolt, c'est un fonds extraordinaire. La vision de Jolt, c'est d'investir dans des boîtes deep tech, donc avec beaucoup de technologie. Hardware ou software, on est un des rares investisseurs qui est complètement agnostique sur ce plan-là. D'accord. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de hardware en France. Absolument. On est un acteur de private equity, ça veut dire qu'on prend des boîtes qui font déjà 10-15 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Et on va les emmener à doubler, tripler leur chiffre d'affaires en quelques années, passer à l'international, ce qui permettra de ressortir avec un meilleur multiple. Et on est un acteur européen. Je reviens sur le mot deep tech. Je profite d'avoir un tech en face de moi. C'est quand même un gros fourre-tout ce truc, non? Qu'est-ce que ça représente pour toi les deep tech? Est-ce que c'est est-ce que c'est tout secteur confondu? Est-ce que c'est de la disruption technologique? Comment tu le définirais toi? Alors pour nous la deep tech, il y a dans la société un asset technologique défendable. Dans le hardware, c'est assez facile parce que c'est des brevets. Okay. Dans le software, c'est un peu plus compliqué parce que le software, ça se brevette moins. Donc, il faut rentrer dans le domaine pour vraiment comprendre s'il y a un asset qui est vraiment défendable, qui a mis longtemps à être construit et ce genre de choses. Donc, c'est par exemple
de l'IA, évidemment, mais c'est souvent l'IA appliquée à quelque chose, c'est de la cybersécurité. En hardware, c'est un des plus beaux coups de Jolt, et c'était avant moi, c'est t'as un iPhone, toutes les lentilles qui font la reconnaissance faciale et ce genre de choses, ouais. C'était une petite boîte finlandaise, Heptagon, que Jolt a financé à sa création. C'était 100 personnes. Au bout de 3 ans, ils étaient 10 000. Ils avaient signé Apple comme client, et c'était une sortie à plus d'1 milliard. Alors, Jolt avait un tout petit morceau, hein, mais c'était quand même une sortie à plus d'1 milliard. Plus récemment, on est dans une boîte française extraordinaire qui s'appelle BioSerenity. Ils font un casque pour le EEG en papier, donc qui permet de s'adapter aux enfants, aux personnes âgées, ce genre de choses. Ils font la digitalisation, donc ça permet de transmettre le signal et donc de faire de la lecture à distance. Et pourquoi c'est génial? Ça veut dire que tu es dans un désert médical. En fait, on peut téléinterpréter ton EEG à distance. Et comme en plus, et c'est là où tu me demandais qu'est-ce que je fais pour les boîtes du portfolio parfois, comme en plus, au cours du temps, BioSerenity a accumulé 600 000 heures de EEG, on est en train de construire un large brain model. Quoi de EEG? EEG, électroencéphalogramme, pardon, c'est le truc qui lit tes ondes cérébrales et qui permet de voir si t'as de l'épilepsie ou ce genre de truc. Et donc là, on est en train de construire un large brain model, le ChatGPT du cerveau, qui va permettre de découvrir les maladies rares, les problèmes de dyslexie chez les enfants, détecter Alzheimer chez les personnes âgées. Et ça, c'est une innovation mondiale. Je pense qu'il y a peut-être 3 boîtes dans le monde qui travaillent là-dessus. Donc Deep Tech, c'est ça. Il y a un asset technologique de très forte qualité, et pour nous, c'est que du B2B. C'est-à-dire qu'on ne travaille que sur des boîtes qui vendent à d'autres entreprises. L'intérêt, c'est que c'est pas très dépendant des cycles économiques, en fait. Quand tu as un vrai asset de ce niveau-là, tu suis pas une tendance, tu continues à vendre. Et au début de Jolt, mon métier, ma première interrogation, c'était les LP, donc les gens qui nous financent, les limited partners, nous disaient, oui, mais est-ce que le marché de la deep tech est suffisamment profond en Europe pour faire émerger un acteur du type de Jolt? Et donc mon premier travail, la naissance de Ninja, c'était recensons donc toutes les boîtes de Deep Tech en Europe pour montrer qu'il y en a largement assez pour faire vivre des investisseurs. En 2017, on avait l'air de fou, hein. Deep Tech plus un CTO plein pot, on était complètement fou. Maintenant, tout le monde dit ça. Donc, bonne vision de Jean, le fondateur. Mais encore, vous restez... je sais qu'il y a de plus en plus de profils nouveaux, mais même le profil d'operating partner qui est plus que connu et évident dans le monde anglo-saxon d'investissement ne l'est pas encore complètement en France ou en Europe, même s'il est beaucoup plus implanté. Alors celui de CTO avec des pleins de tech, moi j'en connais pas beaucoup, hein. T'es le seul que je rencontre d'ailleurs aujourd'hui. Il y en a d'autres, hein, mais t'es le seul que je rencontre. Il y a Red River qui a un CTO maintenant, Nokia Gross Partner en Finlande, EQT qui est un énorme fonds nordique, a un système qui s'appelle Mother Brain, et moi où là j'ai 4 personnes, eux, ils ont 40 personnes. Après ils gèrent 30 milliards. Ça va nous prendre un peu de temps de rattraper. Justement, tu gères 4 personnes, cette partie développement, il y avait le mot ninja, même sur votre site internet. En gros, tu développes, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'outil que tu développes pour Jolt au quotidien et à quoi il sert et voilà, d'où est partie cette idée, parce que c'était cette fameuse histoire de comment faire en sorte que mes équipes soient plus performantes, mes équipes d'investissement. Comment ça se passe, le cheminement, et même derrière, ça se concrétise par quoi? Alors, Jolt.ninja, oui, c'est exactement ça. Donc, la vision de Jolt sur cette partie-là, c'est si tu veux faire grossir, scaler un GP, donc un investisseur professionnel, en gros, tu as un chemin hyper classique qui consiste à engager plein de juniors, plein de stagiaires. Ils vont sur tous les salons, ils lisent toutes les publications, puis ils remontent aux partenaires certaines boîtes qu'ils trouvent intéressantes. Donc le partenaire devient un fat cat complètement coupé du marché, et il dit oui ou non, et ce genre de choses. C'est une vision, et elle a marché, hein. Un Summit Partner, par exemple, fait ça très très bien. Nous, notre vision est différente. Notre vision est qu'on peut utiliser la technologie pour augmenter le partenaire, et que, au lieu d'avoir, je caricature, mais 1 million de stagiaires qui alimentent un partenaire, nous, on va avoir plutôt, chaque partenaire est capable de gérer tout seul 1 million de boîtes, d'avoir accès à travers la technologie à 1 million de boîtes. Donc on veut scaler
le métier d'investisseur en utilisant la technologie. Okay. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le début, comme la première mission c'était de trouver toutes les boîtes deep tech, on a fabriqué un outil, et là, le fait d'avoir fait du moteur de recherche, de l'extraction de données dans les mails, ça aide un peu, ça, ouais, un bon asset. C'était le bon profil. On a un outil qui permet aujourd'hui de trouver automatiquement des boîtes deep tech en agrégeant leur profil web, leur profil LinkedIn, leur brevet. On achète de la donnée à des gens comme Dealroom, PitchBook, tous les grands acteurs de la donnée financière et corporate. On t'en fournit une vue unique et on la score. C'est un des gros assets de Jolt, c'est que comme c'est dans l'ADN de la société, tous les investisseurs s'en servent depuis 7 ans, et donc on a un trésor de guerre incroyable qui sont 30 000 sociétés qui ont été qualifiées manuellement au fil de l'eau par tous ces partenaires. À partir de là, tu peux faire du learning, et tu peux dire, cette boîte-là, elle correspond au focus d'investissement de Jolt à 90%. Donc ça vaut c'est le un coup bon de scoring, c'est là le fameux scoring. Ouais, c'est là le fameux scoring, puis on a rajouté des scorings sur la propriété intellectuelle, sur la qualité de l'équipe, sur ce genre de choses, donc tout ce que tu imagines en data science une fois que tu as plein de données. Et fast forward aujourd'hui, les 3/4 du deal flow de Jolt sont générés par Ninja. C'est-à-dire que si tu me parles d'une boîte super, évidemment, je vais la prendre et je vais regarder, mais je vais immédiatement la rentrer dans Ninja, parce que en plus de cette capacité à scorer une boîte, te dire si elle est intéressante, générer automatiquement un rapport d'analyse sur qui sont ses compétiteurs, qui sont ses principaux customers, comment est sa propriété intellectuelle, comment elle a grandi, est-ce qu'elle a levé, si elle a levé, est-ce qu'elle a levé avec des fonctions en fin de vie ou pas, toute cette info, elle existe en fait, elle demande juste à être agrégée. En plus de ça, on a développé, moi je voulais pas au début, mais c'était obligatoire de le faire, on a développé un petit CRM qui fait que les partenaires de Jolt vivent dans le système et qui permet de calculer, de capturer chacune de leurs micro-décisions pour l'améliorer. Et le comité d'investissement, dans lequel je fais partie, tous les lundis, on passe 6 heures sur un écran Jolt.ninja où on a toutes les boîtes, toutes les métriques et ce genre de choses. Donc, d'une part, on gagne parce que la technologie, la data nous permet d'avoir un deal flow infini et non intermédiaire. Donc ça veut dire que si une boîte est trop chère, c'est pas grave, on peut passer à la suivante, il y en a plein derrière. Mais aussi le simple fait que tout le monde soit dans le même système, rentre ses documents dans le même système, mette ses commentaires sur le même système et que tout le monde voit tout, simplement cette transparence-là, qui est juste de l'ECM, de la GED, de la gestion de connaissances bien faite, mais qui n'a rien de rocket science, ça apporte une valeur énorme. Donc voilà ce sur quoi on travaille. Et aujourd'hui, avec l'arrivée massive des LLM et de l'intelligence artificielle, est-ce que, enfin en tout cas de l'intelligence artificielle et au travers notamment des LLM, est-ce que c'est une sorte d'agent que avant l'heure que vous aviez créé? Est-ce que vous allez intégrer de nouvelles fonctionnalités grâce à ça? Est-ce que vous allez conserver votre longueur d'avance entre guillemets de votre logiciel? Ça fait plein de questions. Et une dernière, est-ce que vous n'avez pas eu l'intention de le vendre, cet outil, s'il a été vachement bien développé, ou c'est votre trésor de guerre juste pour défendre l'asset de Jolt Capital? Alors, je vais répondre à la dernière derrière parce que c'est facile. Non, on le vend pas. On le vend pas, et on le vend pas pour 2 raisons. T'as raison, effectivement, c'est un asset qui nous différencie. Mais l'autre problème aussi, c'est que j'ai une équipe de 4 personnes. Faire un vrai logiciel que tu vends à l'extérieur, c'est complètement différent. T'as besoin de beaucoup plus de gens, t'as besoin de comprendre les clients et tout. Là, c'est quelque part, moi, j'ai le rêve du techos. Ouais, j'ai tous mes utilisateurs autour de moi. Dès qu'on développe quelque chose, ils s'en servent en continu. Moi aussi, je m'en sers en continu pour les investissements. Et donc, j'ai une boucle extrêmement courte. Ce qui nous permet de construire ce système incroyable d'une certaine manière, c'est qu'on le construit pour un tout petit nombre de gens. Sinon, il faut des équipes beaucoup plus grosses. Donc, on le vend pas, mais par contre, on l'ouvre à l'écosystème. On l'ouvre à nos LP. On l'ouvre à la Direction Générale des Entreprises au ministère des Finances. On l'ouvre à la BPI. On l'ouvre à tout fonds ou toute personne qui n'est pas directement concurrent de nous et sur lequel il y a un intérêt pour la communauté et pour l'écosystème deep tech européen à l'ouvrir. Mais on le vend pas et on le vendra jamais. Donc ça, c'était ta première question. Ouais. Les LLM, effectivement, le monde a changé. All you need is attention, incroyable, ça, incroyable.
Même les pros du domaine, on ne pensait pas que ça irait aussi vite. Et donc, bien sûr, oui, on en intègre en continu. Par exemple, on a une fonction basée sur un LLM qui, dès qu'une société nous envoie un pitch deck, le pitch deck est analysé, résumé dans une structure type, comparé aux autres pitch decks, et on en rajoute tout le temps. Parce que nous, chez Ninja, enfin chez Jolt, dans l'équipe Ninja, on fait pas de développement fondamental. On assemble des composants qui existent. Si ça n'existe pas, on le développera, mais 90% c'est de l'assemblage. Donc il y a pas mal de LLM, on utilise pas mal Mistral en particulier. Voilà. Et justement, pourquoi ? Parce que c'est français et qu'il y a une notion de data et de conservation de la donnée, de partage d'informations. Un peu, oui. Un peu parce que c'est français, un peu parce que ça marche bien, un peu parce que c'est moins cher. On utilise aussi du OpenAI, un peu d'Anthropic. On utilise tout ce qui marche. Ouais. On utilise tout ce qui marche. Mais quand on peut utiliser un truc français, c'est mieux. C'est quand même pas mal. C'est beaucoup plus économe ce qu'ils ont fait quand même. Hein. C'est pas DeepSeek, mais c'est quand même très autonome. Et mais c'est marrant, on peut rebondir un petit peu là-dessus. Comment tu le définis justement un peu ces différences ? Je suis vraiment le grand public, moi. Je suis pas tech, et j'apprends que à force d'usage, je me rends compte que GPT c'est vachement bien dans telle typologie d'analyse, mais Claude c'est quand même vachement mieux pour la création de contenu et l'écriture parce que ça écrit mieux, en tout cas ça reflète mieux que. Mais là on apprend que DeepSeek arrive et consommerait beaucoup moins d'énergie et de mémoire. C'est quoi un peu est-ce que tu peux nous faire un petit... Voilà, là c'est vraiment une tâche difficile parce qu'en fait on est au tout début. Au tout début, mais... On a l'impression qu'on est arrivé à quelque chose, mais pas du tout. C'est le début du début. On ne sait pas trop quoi en faire. Dans les entreprises, le ROI est pas si clair du tout. Hein. En dehors de trucs genre call center ou ce genre de choses, ou de l'appli grand public, ChatGPT ou ce genre de choses, les vrais déploiements d'entreprise, c'est difficile. C'est pas clair, hein. C'est pas clair du tout là-dessus. Les grandes différences, c'est les Américains, ils vont à la manière américaine, hein, overwhelming power, donc on déverse des tonnes d'argent et tout, et ils ont fait des trucs incroyables, souvent quand même basés sur des ingénieurs français. Donc j'ai habité longtemps dans la baie. J'oublie souvent de le dire, ouais. Hyper impressionnant à quel point les numéros 2 et numéro 3 sont toujours des Français, parce que la formation mathématique ingénieur est absolument incroyable. Après, donc, tu as des petites différences, effectivement. Mistral, c'est les premiers à avoir mis sur le marché quelque chose qui s'appelle le mélange d'experts. Donc, l'avantage, c'est que c'est moins cher, ça fonctionne un peu plus vite, ça consomme un peu moins d'énergie. DeepSeek, là, il faut regarder, hein, ils sont arrivés il y a pas longtemps. Ils ont trouvé une nouvelle méthode qui permet d'accélérer pas tant l'inférence que l'apprentissage, puisque très à la mode en ce moment, et c'est vrai que c'est impressionnant quand tu le regardes, c'est le raisonnement, c'est-à-dire que avant le LLM te répondait directement, maintenant le LLM a une espèce de dialogue interne, tu me demandes d'évaluer cette société, donc il faut que j'aille chercher son site web, puis maintenant il faut que je trouve ses concurrents, et puis regardons donc s'il y a des publications scientifiques dans ce domaine. Il se parle à lui-même, et c'est... O1 et R1 dans le cas de DeepSeek, ou Sonnet, pour fabriquer un raisonnement, et la conséquence, c'est que la réponse est plus longue. Parce que le truc dont on ne parle pas, c'est à quel point c'est cher de faire tourner ces choses-là. Quand tu payes pour ton ChatGPT, je pense que même si tu payes la version à $200 par mois, OpenAI perd de l'argent sur chaque question que tu poses. Donc, il y a vraiment une course en avant incroyable. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre et même peut-être qu'on peut questionner dans le cadre de l'investissement de manière générale dans les deep tech, puisque ça doit faire partie vous devez être en train de spotter, de sourcer toutes ces boîtes qui utilisent en tout cas qui travaillent dans des verticales et utilisent massivement l'intelligence artificielle. Est-ce que si on n'a pas le socle, ça reste ces grosses boîtes OpenAI & Co, des Mistral pour Cocorico, pour nos Français. Du coup, j'ai l'impression, pour rester un petit peu dans ce débat, qu'il n'y a toujours pas de modèle économique qui a été trouvé, parce que tu viens de me partager le fait que ça perdait de l'argent. J'entends aussi dire que ça consomme une énergie, juste quand on revient un peu dans le système climat, juste incroyable.
J'entends même dire qu'en 2027 ou 2028, il n'y a plus assez d'énergie aux US pour assumer, tu vois, la charge éventuelle de ce développement massif. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Comment tu réagis à tout ça? Et toi, avec ta casquette d'investisseur, vous êtes quand même en première ligne pour investir dans ces projets, donc. Oui, absolument. Donc, tu as deux questions. La première, c'est sur l'impact environnemental. Oui, c'est beaucoup, c'est énorme. Après, tirer les lignes, ça sert à rien. C'est un peu comme les gens qui disaient à Londres, à la fin du 19e siècle, si on continue comme ça, Londres sera enfoui sous le crottin de cheval. Ouais, mais en fait, c'est pas arrivé parce qu'à chaque fois, la techno change. Donc, ouais. Effectivement, ça consomme énormément d'énergie. En même temps, on est en plein milieu du gué. Hein. Le DeepSeek a bien démontré qu'on pouvait peut-être faire la même chose avec moins d'énergie. Tout ça, c'est des maths. Les maths, ça évolue et ce genre de choses. Ensuite, comment, en tant qu'investisseur, comment on regarde ça? Alors là, effectivement, c'est hyper intéressant. On a essayé de trouver des modèles fondamentaux type Mistral, OpenAI, où on pouvait investir. Et on s'est rendu compte tout de suite que c'était pas pour nous. C'était pas pour nous parce que c'est très très cher. Nous, on est capable de mettre des tickets entre 10 et 100, mais il faut beaucoup beaucoup plus d'argent aujourd'hui. Il n'y a pas de modèle économique. C'est finalement pas si défendable que ça. C'est défendable sur le talent, en fait. Ce qui est cher, les GPU sont chers, mais ce qui fait la différence, c'est la qualité des ingénieurs. Il y en a très peu. Ils sont hyper bankable et donc ils sont très très chers. En France, ce qui est pas mal, en fait, c'est QTile. C'est le labo qui a été créé par Xavier Niel. Ouais, c'est vraiment très impressionnant ce qu'ils font. Ça, d'ailleurs, tu devrais essayer, si je peux te le suggérer, d'interviewer le patron, Patrick Pérez. Il est vraiment très impressionnant. Donc, modèles fondamentaux, c'est pas pour nous. Ensuite, AI. Tu vois tout le temps des boîtes qui font de l'AI et petit à petit, on a compris, nous, ce qu'on voulait. Ce qu'on veut, c'est une boîte qui a de toute façon un vrai modèle de business plutôt autour du B2B et de la deep tech. Par contre, ce qu'on pense, c'est que toutes les boîtes de notre portfolio vont être transformées par l'AI. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est de venir chez eux et de les aider à comprendre ça. Dans cette transfo. Et à gérer cette transfo. Et oui, effectivement, Mistral, OpenAI, Anthropic, Cohere, mais c'est pas grave, ça va devenir un utility. En fait, déjà, tu peux passer d'un modèle à l'autre parce que les API sont unifiées. Donc, finalement, tant qu'ils nous fournissent ça, c'est plutôt cool. Ce qui est important, c'est de trouver le bon use case. Donc, d'être capable de calculer un vrai ROI, un vrai usage en entreprise et que ce soit économiquement viable. Moi, j'ai le cas d'une des sociétés où on était, dans lequel on était actionnaire. Ils signaient à d'époque à tour de bras donc des proof of concept. Ouais. Quand tu regardais le résultat, mais c'était incroyable, c'était complètement bluffant. Par contre, ça n'est jamais passé en production parce que le passer à l'échelle, c'était trop cher en termes de compute, c'est-à-dire qu'il fallait acheter trop de GPU ou ce genre de choses. Peut-être que dans 2 ans, ça changera. Je pense que là où il faut se préparer, c'est se dire que le coût d'inférence, donc je pose une question et j'ai une réponse, va baisser. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il va baisser. Et donc, dans 2 ans, s'il est quasi gratuit, qu'est-ce que ça unlock comme use case? Ça, c'est grâce à, justement, ces fameux DeepSeek, hardware, Mistral, le hardware ou le software, parce qu'en fait, il y a beaucoup de méthodes mathématiques derrière tout ça. D'accord. Hein. Là, un acteur comme Hugging Face, donc qui est un acteur français à l'origine, mais maintenant aux États-Unis, montre bien qu'il y a tout un mouvement des small models qui finissent par avoir des résultats qui sont presque équivalents. Mais ces small models n'existeraient pas s'ils n'étaient pas entraînés par des large models. Donc, on est vraiment au début. On est comme au début d'Internet. C'est hyper enthousiasmant. Toi qui as connu les débuts d'Internet, parce que tu parlais de Foglery, qui aujourd'hui vit ça, comment tu le vis, toi Ah, mais c'est incroyable. C'est incroyable et en même temps, c'est presque effrayant. Je pense que c'est la seule fois de ma vie où, en fait, je suis conscient que je n'arrive pas, ne serait-ce qu'à suivre l'état de l'art. Il y aurait trop de trucs à lire, ça bouge dans tous les sens. Tous les jours, il y a quelqu'un qui sort un nouveau modèle, une nouvelle feature, une nouvelle manière d'entraîner, et tu n'arrives pas à suivre. Et en même temps, c'est exaltant, parce que
t'as l'impression de vivre un changement, et je pense que c'est un changement qui va être très fondamental. Il va être lent, mais il va être très fondamental. Il va être plus lent que ce que tout le monde dit, mais il va être très fondamental. Pourquoi tu dis qu'il va être plus lent que ce que tout le monde dit? Parce que tout le monde dit, on va être remplacé demain par l'intelligence artificielle, nos enfants ne sauront plus écrire et ce genre de choses. Et moi, je pense que c'est pas vrai. De la même manière, je me rappelle les années 90 où on disait Internet va tout bouleverser, et Internet a tout bouleversé. Tout bouleversé, Internet. Ouais, mais ça a pris 20 ans. Oui. Ça a pris 20 ans. Quasiment tous les acteurs en 82-95, ils ont disparu en fait. Hein. La vidéoconférence, la visio, là, je t'appelle en Zoom, en Slack, en whatever. Finalement, c'est apparu quand? C'est apparu pas cher vers 2012-2015. On en parlait depuis les années 80. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Puis les usages sont apparus différemment. Ouais. Et toi, ta perception aujourd'hui en tant que partenaire d'un fonds d'investissement, aujourd'hui, c'est quoi les grandes tendances dans les deep tech? On ne peut pas ne pas parler d'intelligence artificielle, mais vous regardez quoi avec Jolt typiquement? Alors, on regarde l'intelligence artificielle dans la mesure où elle transforme chaque modèle. Après, je ne pense pas qu'on investira dans une boîte qui fait que de l'IA. Ouais. C'est trop concurrentiel, etc. Alors, la première grande tendance qu'on voit, c'est la réindustrialisation, c'est-à-dire de ramener les usines et les industries B2B en France ou en Europe. Et ça, pour nous, c'est hyper important. La Caisse des dépôts et la Banque des territoires font un travail admirable là-dessus. Et autant on souhaite vraiment les accompagner autant que possible. Ensuite, nous, les trucs où on pense que ça va... C'est très capitalistique, mais c'est deep tech. Alors attends, c'est hyper intéressant. On a une étude qu'on peut trouver sur notre site web sur l'intensité capitalistique pour prendre une boîte et l'amener à l'IPO, au moment où elle rentre en bourse. Ouais. Et on a regardé software ou hardware. Et en fait, il y a quasiment pas de différence. C'est un peu moins capitalistique de prendre une boîte hardware et de l'amener en bourse qu'une boîte software. Parce qu'une boîte software, il y a tellement d'investissements sur le marketing, le RH et le go-to-market et les sales, qu'en fait, à la fin, si tu regardes des acteurs incroyables comme Salesforce, ou dans un B2C complet comme Sorare ou des trucs comme ça, en fait, tu dépenses énormément. Les tours sont énormes pour faire ce genre de choses. Ils sont pas au niveau de la GNI. Hein. Ceux-là, on va les mettre à part, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Mais si tu regardes, en fait, investir en hardware, c'est pas plus cher. Par contre, c'est pas du tout les mêmes talents. Il faut savoir faire des usines, il faut savoir faire des trucs chiants, faut savoir gérer ta chaîne d'approvisionnement ou ce genre de trucs. Donc, nous, un des trucs auxquels on croit beaucoup, c'est la transformation de tout ce qui est médecine par l'AI. Okay, la médecine, les capteurs, la data, la médecine personnalisée, ce genre de choses. Donc, on fera pas de molécules, on sait pas faire. Pas biotech, mais très... on sait pas faire de biotech. On n'a pas réellement de médecins chez nous, mais par contre, tout ce qui est devices médicaux, data autour de ce genre de choses, ça, on va faire. Par exemple, on a une boîte qui s'appelle BC Platform. C'est la plus grande base de données génomiques au monde, en dehors des États-Unis. Et avec les indications thérapeutiques, médicales, etc. Donc, tu veux faire une étude pour savoir comment les Asiatiques réagissent à telle molécule, tu peux passer par eux. Okay. Mais c'est de la data. C'est de la data, c'est de l'IA, c'est du software. Et donc, on fait ce genre de choses. C'est combien d'investissements par an, Jolt? On est tout petit. Hein. Jolt 3, quand je suis rentré, on levait le fonds 70 millions. Okay. Jolt 4... 370 millions, donc grosse accélération. Et là, on est en train de lever Jolt 5 et on pense faire entre 800 millions et 1 milliard. Cela dit, ça n'est que 3 à 4 investissements par an et on a un portfolio de 12-15 compagnies. Donc par contre, on les garde... dans le temps. Vous relevez des fonds pour réinvestir dans vos champions. On veut évidemment réinvestir dans nos champions. Et il y a aussi une différence, tu sais, au début, j'ai dit on est private equity et pas VC. Le modèle VC, que moi j'ai très très bien connu en Californie, c'est j'ai 10 investissements. Sur ces 10 investissements, il y en a 5 qui vont mourir. Il y en a 3 qui vont grossir pas mal. Hein. Ils vont faire 2, 3, 4, 5 fois, mais en fait je m'en fous. Et j'en ai 1 ou 2 qui vont faire Salesforce, Facebook et tout, ils vont retourner 100 fois mon fonds. Donc c'est ce modèle avec une loi de Power Law. Private equity, nous, c'est pas ça. Nous, on a 10 investissements. On veut que nos 10 investissements, on sorte entre 3x et 4x en 4 à 5 ans. C'est pour ça qu'on fait du gros, c'est-à-dire qu'on intervient assez tard.
C'est pour ça qu'on fait du B2B, c'est ça notre vision. Donc on fait peu d'investissements, par contre on est extrêmement présent. On a 2 sièges au board systématiquement, on a plein de droits qui font que on n'a pas le contrôle, il y a un fondateur, mais on a beaucoup de contrôle, et tu parlais d'operating partner, on a 10 operating partners qui sont des gens de hyper haut calibre. On a Henri Richard, qui était le patron de NEPAP en Californie, il te monte et il te démonte une équipe commerciale, c'est incroyable. On a un des anciens patrons de Flex, donc lui, la chaîne de production, te monter une usine, il sait faire ça sur le bout du doigt. Henri Met, qui était le patron d'HTC, connaît tout l'écosystème des mobiles et ce genre de choses. Florence Parly, l'ancienne ministre des Armées, sur tout ce qui est DevTech, grandes organisations, elle va être chairman d'Air France bientôt, sur ce genre de choses. Donc on intervient énormément et on a un playbook, c'est-à-dire qu'on est super structuré. On sait qu'au bout de 3 mois, si on veut que notre boîte fasse des mergers acquisitions dans 2 ans, il faut qu'au bout de 3 mois, on commence à se mettre en chasse pour avoir un responsable M&A. On sait que le reporting doit être dans tel format à tel moment et tout, donc on est très structuré et très donc vous êtes très ordonné sur ce genre de choses. En plus, vous êtes assez lead sur les opérations, j'imagine. Alors on est toujours lead. On essaye d'être toujours le plus gros actionnaire financier, d'être toujours lead. Et encore une fois, comme on a un deal flow illimité avec Ninja, si on sent qu'il y a trop de concurrence, les deals de place, on fait pas, en fait. On fait pas. Et c'est quoi on parle souvent des tracks, justement, et des TRI. J'imagine que si vous faites, et que vous connaissez une croissance aussi importante, c'est que vous devez avoir un beau track record. Ouais. Alors, moi, je suis pas très doué, sur ce genre de truc. Je sais que Jolt 3, là, on a rendu quasiment tout l'argent, on est à 99,9. Et il me semble qu'on fait de manière régulière, money on money, on fait entre 3x et 4x d'une manière hyper régulière. Ok. Tu me partageais tout à l'heure un peu l'anecdote du fait que si toi t'étais investisseur, tu te considérais pas comme un super ou le meilleur business angels. Ça me permet de passer un petit peu à ma 4e partie, qui est celle des à titre individuel, qui est celle des conseils aux particuliers, parce que nous, il y a aussi pas mal de personnes qui nous regardent et qui aiment bien connaître les dessous des investisseurs professionnels. Tu me partageais, on disait en début d'interview que tu n'es pas un investisseur professionnel au titre, tu n'es pas directeur d'investissement et tu es beaucoup plus intéressé par la tech, mais enfin bon, tu restes partenaire et tu participes quand même à ces comités d'investissement. Est-ce que dans les deep tech, pour moi qui suis investisseur particulier, qui a la possibilité soit d'investir demain parce que j'ai pas mal de sous, d'investir au travers de fonds ou au travers de plateformes ou en direct dans des entreprises, parce que j'ai envie d'avoir ce statut, ce rôle de business angel, d'investisseur particulier. Est-ce que tu as des conseils? Quels seraient tes conseils d'investisseur pour investir dans la deep tech? C'est quoi Ouais, c'est une bonne question. Alors, effectivement, moi, je ferais un très mauvais business angel parce que j'adore les entrepreneurs. Donc, dès qu'on me pitch, je trouve que c'est quand même génial. Et j'ai envie d'y aller. Et en fait, voilà. Puis après, quelques années chez Jolt, à force, parce qu'on voit des milliers de dossiers chaque année et on dit non tout le temps. C'est un métier horrible de ce côté-là. En fait, c'est rare de dire oui. Donc, j'étais devenu beaucoup trop critique. Alors, je suis un individu et je vais investir dans les deep tech. Alors, moi, je dirais, si tu veux investir seul, n'investis que sur des domaines que tu connais très très bien. Donc, investis dans une société qui va servir une industrie où tu as travaillé, en fait. Tu vois, je peux dire n'importe quoi. Si on prend une de nos boîtes en Allemagne, Fortjet, qui fait de la découpe de verre à haute précision. Donc en particulier, ils viennent de racheter une des filiales de Corning, donc la découpe des Elephant Glass pour les iPhones. Tu vas investir chez Fortjet, déjà ça va être difficile parce qu'il va falloir la trouver, c'est pas dit qu'elle ouvre son capital à un individu. Mais si tu connais ce métier-là, tu as travaillé dans une boîte de ce domaine-là, ouais, ça vaut le coup parce que tu vas comprendre. Sinon, je dirais, fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner, donc soit tu as un horizon très long terme et deviens LP d'un fonds. Je pense que d'ici peu, il y a des fonds deep tech qui vont sortir des unités de valeur, donc tu pourras le mettre dans des assurances vie ou des choses comme ça. Ouais. Ou alors, fais-toi accompagner,
par quelqu'un comme vous. Fais-toi accompagner par des professionnels qui vont t'aider à grouper ton argent avec d'autres acteurs et qui vont lire le dossier correctement, analyser vraiment ce qui se passe et tout. Parce que entre un vrai fonds professionnel et un entrepreneur ou un individu, en fait, il y a une asymétrie qui est absolument incroyable. Comme je te le disais, maintenant, nous, chez Jolt, on voit des milliers de dossiers tous les ans. Donc, tu finis par développer presque ton propre GPT, parce que c'est comme ça, tu fais ton apprentissage. Le cerveau, il marche comme ça, comme un enfant. Et donc, tu vois des choses que personne d'autre ne voit. Donc, moi, je dirais, fais-toi accompagner. Et t'as vécu justement une expérience de business angels où t'as investi, parce que tous les entrepreneurs un peu à succès que j'ai rencontrés m'ont tous dit au début, mais bien sûr, moi, je pensais que j'allais réussir à reproduire ce que je veux en investissant dans les boîtes, ce que j'ai connu. Puis ça a été leur plus belle gamelle. Il y en a qui ont cartonné. J'ai connu quelques heureux business angels. Moi, je vais mais... pas citer de nom, mais oui, j'ai investi dans quelque chose qui était de la deep tech, qui faisait de la spectrographie et qui, à un moment, était quasiment capable, au moins dans les tests, de détecter le virus du Covid pour beaucoup, beaucoup moins cher que ce qu'on faisait à l'époque, tu sais, en prenant un truc dans la bouche, je sais plus comment ça s'appelait. On a tout perdu, parce que ça marchait très bien en labo, mais ça marchait pas dans le monde réel. J'ai investi dans plein de petites boîtes, une boîte qui mettait en relation des artisans avec des particuliers qui voulaient faire des tâches particulières. Ça, c'est pas mort, mais ça n'a jamais grossi. Ouais, je ne crois pas que j'ai un seul investissement qui ait bien marché. Je pense que je suis un entrepreneur, j'ai du pot. Dans un fonds d'investissement, j'apporte vraiment quelque chose. En entrepreneur individuel, c'est vraiment pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc. Je pense que si on veut faire d'investissement individuel, les trackers, c'est pas mal aujourd'hui. Tout ce qui est ETF, si tu veux faire du listé, c'est pas mal, en fait. C'est quand même plus facile. Et sinon, faut travailler avec des professionnels et faire du groupé, en fait. Et ça file. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu, pour conclure un peu cet échange, déjà, est-ce que j'ai oublié de te poser une question importante? J'aime bien demander ça à mes invités, que tu aurais aimé... Éventuellement, tu aurais pu me demander sur les relations entrepreneurs et investisseurs. Parce qu'on en a parlé avant en off, et moi je trouve que en tant qu'entrepreneur, j'aurais été bien meilleur si j'avais compris comment ça marche un fonds. Si j'avais compris tout ce que c'était que, comme tu le dis, TRI, durée de vie d'un fonds, LP, en fait, comment est-ce qu'un fonds se finance? C'est quoi ces obligations? On n'en parle vraiment pas assez. Et si j'avais su ça, surtout EverContact, Sinequa, c'était très autofinancé, donc c'était moins grave, mais sur EverContact, si j'avais su ça, j'aurais été bien meilleur. Et au moment où mes actionnaires me disaient « on va pas refinancer », j'aurais mieux compris pourquoi ils le disaient et j'aurais mieux agi, en fait. Donc ça, je trouve que ça serait hyper important. Si t'es entrepreneur, tu veux faire une boîte, c'est un métier extraordinaire, ça vaut vraiment le coup, mais peut-être essaye de faire un stage dans un fonds, ou en tout cas lis des bouquins, ou rencontre des gens comme nous qui vont t'expliquer comment ça marche et c'est quoi les vraies contraintes d'un fonds. C'est la parfaite transition pour rappeler à nos auditeurs ou regarde le podcast Entretien avec un VC afin d'avoir les meilleurs conseils possibles. En tout cas, merci beaucoup Philippe. J'ai été ravi de faire cet échange, de participer à cet échange avec toi. Merci pour tes précieux conseils. Merci pour ce partage d'expérience. Et quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Entretien avec un VC. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Philippe. Au revoir.